D'être revenu, si j'ose dire, dans cette première session qui porte un titre tout à fait éloquent, « Dessine-moi une ville créative ». Donc c'est tout un programme, mais c'est le programme que nous nous sommes fixés pour démarrer ces 2 jours, dont les intervenants précédents ont tracé, si j'ose dire, les contours. Donc pour cela, je vais commencer. On a la chance d'avoir M. Pavel Adamovicz, maire de Gdańsk, et Jean Rotner. Donc je vais leur demander de venir sur la scène. Après, je fais... Ensuite, donc, nous allons avoir donc, Anzola Volta qui doit être avec son Altesse le Prince, je pense, dans les allées, mais qui ne va pas arriver. Donc, voilà. Et enfin, donc, nous finirons par 2 industriels de renom qui compléteront les besoins donc finalement qui vont nous être exposés. Donc, Monsieur le maire de Gdańsk, merci de votre présence. Merci de nous rappeler que finalement Gdańsk est une des grandes villes de Pologne. Vous êtes sur la Baltique. Et ça dira un certain nombre de choses à certains d'entre nous, peut-être pas les plus jeunes. Solidarność, ça vous dit quelque chose. Donc, et je crois que vous avez de grands projets. Et M. Rotner, qui est à côté de vous, maire de Mulhouse, est là pour qui ensuite vous présentera un petit peu ce qu'il fait dans la ville de Mulhouse, mais aussi au titre de l'Association des maires des villes de France et de la Fédération donc, des urbanistes de France. Donc je lui passerai la parole. Monsieur Pavel Adamovicz, à vous de démarrer. Je vous passe la parole. Bonjour, good morning. Si vous voulez venir, je vous laisse. Bonjour, good morning. Zdravstvuyte. I'm from Gdańsk. Donc, je viens de Gdańsk, de la ville de la liberté. Nous sommes situés sur la mer Baltique. Vous êtes de la Méditerranée, moi de la mer Baltique. Gdańsk a une population de plus de 1,5 million. Comme vous le savez, c'est à Gdańsk que la Deuxième Guerre mondiale a démarré en 1939. Et bien sûr, sous les communistes, nous avons commencé à détruire ce système communiste grâce à Solidarność. Je vais vous parler brièvement de nos valeurs dans le domaine public. Comment est-ce que nous communiquons avec les citoyens? La première de nos valeurs, c'est l'ouverture. Les habitants de Gdańsk, à mon avis, doivent être pleinement informés de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous projetons de faire. Depuis 2008, mon agenda avec toutes mes activités est publié quotidiennement sur Internet. Tout le monde sait ce que je fais et quand. C'est devenu une sorte de norme maintenant pour tous les maires des grandes villes polonaises. Voilà un exemple de mon calendrier. Vous voyez donc le déroulé de ma journée, les différents sujets que je traite. Nous n'avons rien à cacher. On publie tout ce qui a trait aux dépenses et aux revenus de Gdańsk. Nous avons une sorte de liste de prix de la ville. Les citoyens connaissent le prix d'un nouveau tram, le prix d'un kilomètre de chaussée. Depuis janvier, toutes les dépenses de la ville sont publiées au quotidien. Tous les jours, nous publions toutes ces informations concernant nos dépenses en ligne.
les associations, les gens, les partis politiques, l'opposition, les journalistes, eh bien, toutes ces entités peuvent lire en ligne la liste de nos dépenses. C'est publié quotidiennement. Évidemment, il est très important d'avoir de bonnes statistiques. Notre civilisation aime bien tout ce qui est visuel, donc ces graphiques sont très parlantes. Ça permet facilement de montrer les dépenses, les finances dans la ville. Voilà un autre exemple concernant le coût du transport public. Combien ça coûte, par exemple, d'avoir un nouveau tram ou un nouveau bus? Combien de zloty faut-il dépenser pour une nouvelle ligne de tram, par exemple? Autre exemple, moi-même et mes assistants travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, les blogs, Facebook, Twitter, etc. Tous les jours, 7 jours par semaine, nous expliquons à nos citoyens ce que nous faisons dans la ville. Ce n'est pas seulement moi, bien sûr, mais il y a moi, il y a mon staff qui m'aide à communiquer au moyen de tous ces réseaux sociaux. Nous avons maintenant un nouveau programme à Gdansk. Nous avons un programme de données ouvertes. Nous recueillons beaucoup d'informations sur la ville. Cette information, bien sûr, est très utile non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les décideurs aussi. Autre exemple, les technologies. Band, c'est une application pour identifier les zones, les endroits dans la ville où il faudrait planter de nouveaux arbres. On demande aux citoyens de nous aider à planter un nouvel arbre. On a identifié un certain nombre d'endroits pour planter un arbre et les gens se sentent très engagés dans ce programme. Et puis, un autre exemple de comment utiliser ces nouvelles technologies. Nous avons en effet un programme sur les déchets. Comment ramasser les déchets, comment organiser le recyclage. Les citoyens peuvent utiliser une carte de la ville de Gdansk qui définit différents endroits. Exemple supplémentaire, les transports. Gdansk et 2 autres villes avons préparé un système de gestion intelligente de la circulation qui s'appelle Tristar. Cette application nous aide à gérer de façon plus efficace le transport dans notre zone métropolitaine. Nous avons comme devise « Population intelligente, mairie intelligente ». Nous travaillons avec les associations et d'autres entités afin de trouver les solutions optimales. En effet, on cherche à résoudre de vieux problèmes. On essaie de travailler ensemble, de s'organiser ensemble
pour améliorer la qualité de vie dans notre ville. Aussi, nous parlons ensemble de différents sujets. C'est un nouveau style politique, une nouvelle sorte de culture. Nous pensons que des gens plus engagés, les citoyens plus engagés, permettront justement de créer une ville plus intelligente, une ville plus agréable. Nous organisons beaucoup de concours. On est à la recherche de nouvelles technologies. Voilà ce que nous avons organisé avec Poznan et Varsovie. L'idée était de mettre en œuvre les bonnes technologies innovantes dans notre ville. On veut aussi que la mairie soit conviviale, en plus d'être intelligente. Comment, en d'autres termes, intégrer tous les départements de la mairie? Comment intégrer le personnel afin de travailler de façon plus efficace? Parfois, on a l'impression que les gens travaillent dans des silos de façon trop isolée. Il faut encourager plus le travail en équipe. C'est donc devenu un de nos objectifs. Comment intégrer mieux les gens au sein de la mairie, et comment faire en sorte qu'ils travaillent plus de pair avec les représentants des associations, etc. 1er juillet 2015, nous projetons d'avoir un nouveau canal de communication qui s'appellera Civil Hub. Nous proposons à nos citoyens ce forum de débat public. Nous pensons que les gens vont nous envoyer des propositions, des demandes. Bien sûr, parfois, ils vont protester contre certaines choses. C'est normal dans une société pluraliste. J'espère que ceci sera un canal de communication très efficace entre le maire, les membres du conseil municipal et les habitants de la ville. Merci beaucoup de votre invitation. Je vous invite à venir nous voir à Gdańsk, qui est situé sur la Baltique. Merci de votre attention. Je vous invite à rejoindre M. Rotner. Je note que effectivement vous êtes... Non, je vous invite à... Si vous pouvez, oui. Attention. Je vois que vous êtes, si j'ai bien compris, fier de vos citoyens. Je crois que c'est quelque chose d'important. Hein. Ça a été dit ce matin déjà à l'introduction que tout tournait autour de l'humain. Et bon, vous saluez effectivement leur courage et leur esprit de liberté. En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai, au-delà des aspects techniques de votre ville, à qui vous avez effectivement donné envie de venir. Alors, j'ai retrouvé M. Lavolta. Je vais lui demander de passer. Donc, adjoint au maire de la ville de Turin. Je vais vous donner tout de suite la parole. Merci d'être venu. On s'était un peu loupé l'année dernière. Donc, bienvenue. Et donc, avant justement de passer la parole à Jean, je voudrais que vous nous présentiez un petit peu, au-delà de Fiat, que tout le monde connaît, de la Juve, que tout le monde connaît. Bon, ça sera la prochaine fois, hein, le championship. Et donc, ce que vous faites en matière de Smart City. Merci beaucoup. Bien, je m'excuse à l'avant pour mon français, mais I try to speak in French. Hein? Je remercie Nice Métropole pour l'invitation. Je vous donne la salutation du maire de la ville de Turin, Piero Fassino, qui est aussi le maire de la ville métropolitaine, Torino métropolitain. Je vais donner entre quelques minutes pas des exemples concrets, parce qu'il y en a plusieurs. On a accompagné un processus de transformation de la ville dans les dernières années
qui a formé, très fort le langage dans la dimension des Smart Cities sur les plusieurs activités de l'énergie, de la transportation, de la mobilité urbaine. Mais je veux avec vous, je veux partager les efforts qui ont fait avec les citoyennes dans une méthode qui est typique de notre ville. Toutes les fois qu'on a besoin de se fermer et réfléchir sur le futur de la ville et les perspectives de la ville. Nous avons une fondation à Turin qui s'appelle Torino Smart City. Moi, je suis le président de cette fondation. C'est une fondation qui travaille beaucoup avec le monde privé. Et donc, on croit beaucoup dans comment on peut partager les efforts de le développement de la ville avec la contribution des sujets privés. Mais sur notre ville, nous avons une ville qui a 900 000 habitants. C'est une ville qui a, dans les dernières années, on n'a plus la Fiat, mais c'est redimensionné la Fiat. C'est pas plus seulement une ville industrielle, mais c'est surtout une ville qui a plusieurs vocations, plusieurs activités, surtout dans la culture, mais autres. C'est une ville très fortement engagée, je disais avant, sur l'innovation, sur le développement durable. Et on a, dans les dernières années, vécu plusieurs apprendissages très importants. Je pense les Olympiades de 2006 qui ont transformé la ville. Mais c'est une transformation physique qui a accompagné le développement de la ville, mais ce n'est pas seulement physique, parce qu'on a investi beaucoup sur une idée de la société, sur une idée de la communauté de la connaissance. Et on a eu des milestones, on a eu des moments très importants où on s'est fermé, on s'est arrêté et on a réfléchi sur le futur. On a défini dans les années dernières des projets stratégiques. On a construit avec la ville, avec les associations, avec les entreprises, la première fois, le 1995, le premier plan, on a défini le premier plan stratégique de la ville. On a l'année de Winter Olympics Games, on a défini le second strategic plan, mais dans ces jours, dans le 2015, on va définir le troisième strategic plan. Et ce plan s'est fortement conditionné d'une dimension européenne parce qu'on a mis en liaison le futur, la perspective de la ville avec les dimensions de la communauté européenne sur les Smart Cities. Et on a construit sur les 4 domaines principaux, la mobility, inclusion, life and health and energy, on a construit en petite partie de la stratégie future de la ville. On a construit un projet qui s'appelle SMILE, on sourit au futur de la ville. SMILE, c'est l'acronyme du Smart Mobility, Inclusion, Life and Health and Energy. Et on l'a fait, ça c'est la méthode que je disais avant, on l'a fait avec la population. On a engagé pour 5 mois plusieurs sujets, 350. Nous avons engagé des compagnies, des entreprises de territoire, les centres de recherche qui se sont développés pendant les dernières années dans notre ville, des associations de jeunes, de créatifs du territoire. On fait un travail ensemble pour répondre à une question très simple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir une ville intelligente ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être une Smart City? Moi, je pense, j'ai une réponse. Moi, je suis l'adjoint qui s'occupe d'environnement, d'innovation, de travail public et d'autres choses, mais je ne peux pas tout seul répondre à une question très forte, très, très, très importante, comme c'est ça, pour caractériser le futur de notre ville. Et donc, on l'a fait ensemble, on l'a fait avec le territoire, on l'a fait avec un travail qui, pour 150 jours de travail, on a partagé avec les citoyens, on a partagé avec des acteurs très importants. Les résultats, ce sont 45 actions concrètes qui s'organisent sur les 4 dimensions que je disais avant. Mais je pense que c'est très important qu'on a partagé la nécessité de
partager aussi des actions transversales parce que nous avons une administration qui s'est trop verticale pour imaginer le développement smart d'une ville. Et donc c'est important ça parce qu'on a construit à l'intérieur de l'administration un secteur transversal. Donc nous avons, je pense, beaucoup de présents, les administrations napoléoniennes, non? Napoléoniques, oui. Pardon. Et c'est une particularité de l'administration, mais ce n'est pas cohérent avec les idées d'une administration qui est capable d'interagir et supérer les compartimentations verticales. Et donc, on a répondu à cette question et avec cette action, mais comment on va le réaliser, cette action, parce que les ressources ne sont pas suffisants, mais je pense qu'on a 3 méthodes pour financer ça. On va travailler en cette direction. La première, c'est la réorganisation des ressources publiques, parce qu'on peut redéfinir les priorités à l'intérieur d'une stratégie comme c'est ça. Et ça, l'on va faire à Turin. Mais il y en a un deuxième qui est la capacité d'intercepter, de répondre aux calls européennes. Il y en a beaucoup, nous savons, à l'intérieur de la stratégie Horizon 2020. Et en Italie, on n'est pas suffisamment capable d'intercepter ces ressources, mais on va s'engager pour ça. Mais il y en a un troisième qui est particulièrement important, je pense, que c'est la collaboration entre le monde public et le sujet privé. On a gagné des calls européennes qui nous a permis de nous employer sur ce thème, sur le Public Procurement of Innovation, par exemple. Et ça, ça nous a mis dans la condition de définir un quartier de la ville qui a 10 000 habitants, qui est devenu un Living Lab, où les entreprises peuvent expérimenter les objets, tout ça qu'on va partager avec l'administration pour améliorer les conditions des citoyens. Un Living Lab qui a moins de règles d'autres villes, parce que les règles sont beaucoup pour le privé. C'est compliqué, oui, interagir avec les sujets privés, mais c'est très important qu'on va démontrer sur la ville, à l'intérieur de la ville, les capacités des sujets privés. Et puis, on a organisé un contest qui s'appelle Torino Social Innovation parce que nous avons une population très importante des étudiants universitaires. Nous avons 900 000 habitants, mais nous avons 100 000 étudiants qui étudient à l'intérieur de l'Université des études de Turin, mais aussi au Politecnico di Torino, qui est un polytechnique très important, qui investissait beaucoup en recherche. Et avec le Politecnico di Torino, dans ces jours, on va construire un building, un édifice qui hospitera, qui accueillera un Energy Center où il y a un dashboard qui recueille toutes les informations énergétiques du territoire piémontais, de la région Piémont, mais aussi de l'Italie. Et donc, on a engagé tous les sujets pour construire un écosystème qui accompagne la social innovation des jeunes de le territoire, de la ville de Turin. On a mis autour de la table tous les sujets qui s'occupent d'innovation. Et ensemble à ces sujets, on a défini les opportunités pour les gens pour construire des projets de social innovation. Mais aussi, c'est très simple parce qu'on a défini ensemble les questions de la ville, on a analysé les questions, les besoins de la ville et on a cherché de répondre à ces questions ensemble les sujets qui s'occupent d'innovation. On a eu la possibilité de définir, de modifier la structure administrative de la ville, mais surtout les politiques de la ville. Ça, c'est le résultat de cette expérience. Ce sont 107 ans de projet qu'on a partagé. Maintenant, on va financer
22 projets et 35, ils vivent une dimension d'incubation d'entreprise entre le Polytechnico di Turin. La dernière chose que je vous partage avec vous, c'est une expérience à l'intérieur de l'administration. Je pense que nous avons 10 000 employés dans la ville de Turin. Et la question que j'ai faite à mes employés, c'est mais je pense que vous pouvez être des potentiels innovateurs, mais vous êtes les protagonistes de toujours de l'expérience avec les citoyens, et donc vous devez répondre à une question d'innovation que la ville nous donne. Et donc on a publié un call qui a vu la réponse de plusieurs employés, et ça c'est très important parce que nous permet dans ces jours de redéfinir l'organisation à l'intérieur de l'administration. Seulement ça, je ne partageais pas des expériences très concrètes d'innovation technologique parce que nous les connaissons, on a la possibilité de participer à des apprendissages très importants comme ceci, mais je pense qu'il y a une dimension qui va accompagner, que c'est la dimension de la publique administration qui c'est nécessaire, qui doit à l'intérieur se réorganiser pour définir des objectifs ambitieux pour les futurs, j'espère, meilleurs de nos villes. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, Enzo. Venez rejoindre. Je vais demander à M. Pavel Adamovic de rester encore. Vous m'avez promis, vous pouvez rester qu'à midi moins quart, parce que je voudrais que vous entendiez Jean Rotner. C'est marqué sur mon papier. Hein. Et donc, merci Jean, merci d'être à nouveau présent, merci de nous être fidèles. Donc c'est, je crois, la troisième. Non, vous pouvez rester ici. On a dit jusqu'à midi moins quart. Et donc, merci de nous être fidèles. Donc, vous allez nous parler de Mulhouse, probablement, mais vous êtes aussi président de la Fédération des agences d'urbanisme, vice-président de l'Association des maires des grandes villes de France, qui souhaite jouer un rôle sur la scène internationale. Vous êtes aussi un homme de conviction, donc en particulier en matière de ville créative. Merci de nous faire part un peu de votre vision et aussi de ce que vous avez retenu des deux interventions. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité une nouvelle fois dans cette belle ville de Nice pour cette superbe manifestation. Mais, mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire un aveu et une déclaration d'amour. J'aime la ville. Et quand un maire aime la ville, son devoir, quelque part, c'est de s'engager. Et c'est d'œuvrer pour que le fait urbain puisse être mieux compris. Aujourd'hui, c'est vrai, le débat fait rage souvent, en tout cas en France, entre l'urbain, le périurbain, le rural. C'est un débat qui, à mes yeux, est complètement dépassé. Je pense qu'en Pologne comme en Italie, il y a une complétude indispensable entre tous ces territoires pour que nous soyons efficaces. Les présentations de mes collègues européens sont superbes, sont exceptionnelles, et elles viennent rejoindre aujourd'hui toutes les dynamiques des villes à travers le monde. Il y a quelques jours, j'étais à Montréal invité par son maire, Denis Coderre, qui avait réuni autour de lui une trentaine de maires venus du monde entier. Hiroshima, Miami, Bamako, Casablanca, Montréal bien sûr, Paris. Le thème, c'était de réfléchir ensemble, entre maires, pas entre techniciens, sur le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, finalement, c'est la base de tout. C'est la base de tous nos projets. C'est la base de ces villes qui, aujourd'hui, deviennent plus agiles, plus simples. C'est la base de ces villes qui réfléchissent sur leurs usages. C'est la base de ces villes qui réfléchissent sur le lien entre le public, le privé et la population. C'est indispensable. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je pense, et là, je prends un petit peu ma casquette de président des fédérations d'agences d'urbanisme, 52 agences à travers la France, qui à longueur d'année scrutent plus de 35 millions de Français et qui essaient de donner aux politiques publiques, à la fois dans leurs évaluations, mais dans leur perspective, du souffle, de l'impertinence, et d'essayer de trouver un petit peu, dans les signaux faibles de nos populations, en France en tout cas, ce qui fait la ville et les territoires de demain. Alors bien sûr, par exemple, l'an dernier, nous avons réfléchi sur le bien commun. Les communs d'une ville,
c'est quelque chose de majeur. Cette année, une de nos thématiques, d'ailleurs, c'est l'individu. Comment on va de l'individu au collectif et comment est-ce que l'on arrive dans nos politiques publiques à impulser justement toujours plus de cohésion sociale entre nous. Alors la thématique de cette rencontre ce matin, c'est « Dessine-moi une ville créative ». Moi j'ai trouvé ce titre absolument exceptionnel. Quand on demande à un maire de dessiner une ville créative, ça montre déjà la responsabilité qui pèse sur nos épaules, que l'on soit maire ou adjoint. C'est finalement un travail d'équipe. Et vous l'avez bien dit, c'est au-delà d'un travail d'élu, c'est un travail aujourd'hui qui réunit élus et leurs collaborateurs au sein de nouvelles méthodes. On parle de silos, de transversalité. Tout cela, bien sûr, nous le vivons tous. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Pour moi, la ville créative, c'est en tant que maire, comment est-ce que nous imaginons et nous bâtissons déjà l'avenir, au-delà de la ville numérique. La ville numérique, elle est, à mon avis, déjà dépassée. C'est comment vivons-nous dans les villes au temps du numérique? Voilà la question. La ville intelligente, elle est déjà derrière nous. Elle est là, regardez, Gdansk, Turin, même Mulhouse. Toutes les villes aujourd'hui sont intelligentes. Comment nous passons de la ville intelligente à la ville des intelligences? Voilà aussi la question que nous nous posons de manière régulière. Et dans la ville créative, il apparaît quelque chose de nouveau, qu'on découvre aussi petit à petit. C'est cette notion d'association aujourd'hui entre le public, le privé, la population, et un acteur peut-être nouveau qui se positionne petit à petit à la fois dans un système public, dans un système populaire en lien avec la population, dans un système économique. C'est pour moi, en tout cas dans ma ville, le milieu culturel. J'y reviendrai. Je prends l'exemple de Montréal. Je ne sais pas si certains ont l'expérience ou l'habitude de voyager dans cette ville. Il existe un organisme particulièrement intéressant qui s'appelle Culture Montréal. Culture Montréal, c'est simplement, à un moment donné, les acteurs de la culture qui se sont dit comment ou quelle est notre responsabilité pour faire de Montréal the place to be en matière de culture. Et une ville qui, dans le nord de l'Amérique et même au niveau mondial, devient complètement incontournable. Et ils se sont réunis, ils ont réfléchi, démarches citoyennes, participatives, nouvelles technologies. Et petit à petit, Montréal s'est imposé parce qu'il y a un projet qui vient des citoyens, d'acteurs culturels, qui décident de créer au sein de leur ville quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, et de faire effectivement de Montréal cette ville créative qui aujourd'hui bien agrège à la fois une démarche économique, une démarche numérique, mais surtout une démarche culturelle totalement cohérente, où les cultureux, comme on les appelle, vont s'inspirer des démarches économiques, et l'économie s'inspire et va rechercher dans la culture parfois ce qui lui manque, ce souffle d'inventivité, de créativité, de folie qui lui permet de passer, step par step, bien des étapes supplémentaires. Alors c'est assez inspirant. C'est vrai que quand on a les responsabilités qui sont les miennes, la possibilité de voyager, de découvrir, de rencontrer d'autres maires, d'autres responsables, bien oui, c'est inspirant. Et dans une ville comme la mienne, qui n'est pas aussi grande que la vôtre, messieurs, mais qui a une histoire tout à fait intéressante. Imaginez-vous au début 1806, une vingtaine de jeunes entrepreneurs mulhousiens, protestants, bien franchissent la Manche, vont à Liverpool, Manchester, faire de l'espionnage industriel et rapportent en Alsace, chez nous, juste à côté de l'Allemagne et de la Suisse, de nouvelles techniques innovantes d'impression sur le tissu. Et l'histoire économique d'une ville qui était de 6 000 personnes en 1800, qui est de près de 100 000 personnes en 1870, eh bien se transforme, s'invente, et à côté effectivement de cette expansion économique, se crée très fortement et très rapidement eh bien une dynamique culturelle et véritablement culturelle. Bien sûr, nous sommes balayés par les crises, et aujourd'hui,
comme le dirait Paul Éluard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Aujourd'hui, la ville numérique, la ville intelligente, la ville créative nous permet de reposer les bonnes questions. Dans ces friches laissées par nos prédécesseurs, j'ai près de 300 000 mètres carrés de friches exceptionnelles qui sont reconquis petit à petit par cette dynamique créative autour du design, autour de la culture, autour de nouvelles économies, de nouvelles formes d'économie qui permettent aujourd'hui à mon territoire, qui était un territoire en souffrance, de repartir dans des dynamiques européennes transfrontalières, mais dans des dynamiques mondiales d'échange grâce à ce phénomène culturel, à ce que l'on appelle l'économie mauve. Cette économie mauve qui fait suite à l'économie verte, à l'économie sociale. On a connu tous et toutes ces phases. Bien aujourd'hui, oui, ma ville repart parce qu'elle redevient créative. Et quand des créatifs apparaissent dans une ville, viennent la reconquérir, sont un petit peu on parlait de Napoléon tout à l'heure, bien les éclaireurs, eh bien il y a un nouveau modèle de ville qui se crée. Il y a un nouvel enthousiasme, il y a de nouvelles habitudes, et ça vient secouer. Et parfois on se demande si on doit rester maire encore. Parce qu'ils font à la place, et ils prennent l'habitude finalement de faire à la place du politique. Et je trouve ça exceptionnel. Et ça vient redéfinir aussi la place qui est la nôtre. Plutôt que de faire, laissons donc faire, soyons des connecteurs, des facilitateurs, et laissons les vrais acteurs de la vie faire à notre place. On va plus vite, plus haut et plus simplement. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait réfléchir. Merci à nouveau de ces réflexions, y compris sur la désintelligence. Monsieur le maire de Danse, vous devez partir. Je vais en profiter pour rappeler donc les deux intervenants suivants. Merci beaucoup de votre visite. Vous avez un avion à prendre. Et je crois que c'était intéressant que vous entendiez Jean Rotner faire un peu une synthèse. Parce que c'est aussi ça, Innovative City, c'est le dialogue aussi entre vous, pour vous permettre de créer ensemble. Voilà. Donc il aura son avion, il n'y a pas de problème. Merci. Donc je vais appeler Éric Mazoyer, qui va prendre la parole directement. Non, Éric, vous allez prendre la parole directement. Et Albert Azeraf de Deco, que tout le monde connaît. Donc l'un, en fait, face à ces problématiques, maintenant on a au fond 2 dirigeants d'entreprise. Donc vous allez dialoguer cette fois avec des dirigeants d'entreprise qui sont très complémentaires, finalement, dans l'art de construire des quartiers de demain, hein, et puis dans l'art de vivre dans ces quartiers, dans ces villes, dans ces territoires. Merci Éric, et ensuite on essaiera de faire un petit échange fructueux sur Dessine-moi la ville créative. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci à Jean-Marc. Alors je ne résistais pas, mais il est parti hélas à l'envie de saluer chaleureusement le maire de Gdansk, parce que Bouygues Immobilier, on a quand même 80 collaborateurs actuellement en Pologne, on y est depuis 14 ans. Et je voulais lui dire que j'avais un rêve, on est à Varsovie et à Wrocław, on n'est pas encore à Gdansk, et vous m'avez coupé en le faisant partir l'herbe sous le pied. C'était l'occasion idéale. C'est pas grave. Alors moi, je vais vous apporter notre contribution, alors plus modeste à notre échelle, parce que nous ne sommes qu'un promoteur d'espace de vie, c'est-à-dire que notre métier, c'est de concevoir. Je ne sais pas si j'ai une petite. Ça passe devant moi. Avec des flèches. Sous le papier. D'accord. Next. Voilà, donc nous sommes des créateurs d'espaces de vie. Notre métier, c'est de concevoir des lieux pour habiter, des lieux pour consommer, des lieux pour échanger, des lieux pour travailler. On le fait à l'échelle du bâti, c'est-à-dire de l'immeuble, et maintenant, bien entendu, on le fait à l'échelle des quartiers. Donc notre métier, c'est d'imaginer ces nouveaux quartiers de demain, intelligents, qu'on pourra venir pluguer à tout ce travail magnifique qui est fait par les villes en matière de numérique et de smart city. Alors, moi, j'ai bu un petit peu de petit lait en écoutant le président de la région expliquer effectivement que tout ça ne fonctionnait que quand l'ensemble de nos visions se repositionnaient à l'échelle du consommateur, parce que nous, alors du coup, nous sommes un intégrateur, nous ne sommes pas un spécialiste des hautes technologies, et donc notre métier, c'est bien de fournir ces produits et ces services à condition que les modèles économiques en face fonctionnent et que nos clients les aient adoptés. Alors pour ça, quelques règles que nous sommes imposées aujourd'hui dans la conception de nos opérations. Là, vous voyez derrière vous une opération à Bordeaux. C'est 2500 logements, 35 000 m² de centre commercial et des bureaux. Bien, c'est pour nous d'abord des opérations intergénérationnelles. C'est extrêmement important pour que la ville soit belle et qu'on y vive mieux.
il faut que toutes les générations s'y rendent compte, y trouvent leur place. Des étudiants, d'ailleurs j'allais dire de 7 à 77 ans, hein, c'est comme Tintin, même maintenant voire plus de 77 ans, il faut qu'elles soient en mixité fonctionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctions qui créent la ville, qui la rendent belle, qui la rendent dynamique et qui la font vivre 24 heures sur 24 soient présentes, donc mixité en logement, en bureau, en activité, en commerce, et puis surtout main dans la main avec les élus, parce que c'est leur responsabilité en tant qu'élus, eh bien c'est de trouver le bon équilibre au niveau social de ces quartiers, notamment dans la mixité des usages du bâti. Alors comment on fonctionne ? On fonctionne avec maintenant, depuis 10 ans, depuis le Grenelle, avec 3 couches dans nos têtes. Une première couche qui est l'aménagement urbain mixte, on vient d'en parler. Une deuxième couche, comme vous le voyez, qui est le quartier numérique. Une troisième couche qui est le quartier énergétique. Et la volonté, en fait, de fusionner les réseaux énergétiques avec les réseaux numériques afin d'avoir un système de données du quartier qui puisse venir se pluguer sur le Smart City. Alors l'aménagement urbain, c'est essentiellement notre responsabilité, c'est de créer du bien-être, de la qualité de vie, hein. Donc c'est quand même la qualité de l'urbanisme et de l'architecture. Certes, on peut toujours être très intelligent et intégrer beaucoup de technologies dans nos immeubles et dans nos quartiers, mais essentiellement, c'est quand même l'endroit où vous vivez et où le citoyen vit, et donc l'urbanisme et l'équilibre de l'urbanisme et la qualité de l'architecture est fondamental. Tout ça pour un mieux vivre ensemble, ça a été dit, et ça c'est notre responsabilité, main dans la main avec la collectivité. Le quartier numérique, c'est assez simple, et je vais vous en montrer un exemple après, hein, puisqu'on va mettre en service le premier en France, voire même en Europe. C'est d'abord un quartier avec une communauté connectée à l'intérieur. C'est également cette communauté qui a la possibilité de se connecter vis-à-vis de l'extérieur au travers de tous les services numériques qui pourront être développés par la ville dans ce domaine. Et puis c'est évidemment un système plug and play, et ça c'est très important parce que dans notre profession, qui est une profession à rupture technologique assez lente, le béton ça reste une technologie à faible rupture technologique, il faut maintenant qu'on soit capable d'intégrer les technologies à rupture beaucoup plus rapide dans quelque chose d'un peu plus rigide. Ça, c'est extrêmement important pour nous afin de pouvoir upgrader la ville. Juste une petite remarque que vous ayez conscience, construire un bâtiment entre les autorisations administratives et la livraison, c'est 5 ans. Construire un quartier, on le voit sur Ginko ou on le voit sur Lyon, sur Confluence, on est plutôt à l'échelle de 10 ou 15 ans. Quand on voit l'évolution de votre propre téléphone mobile en 10 ans, évidemment, quand on conçoit la ville d'aujourd'hui, il faut déjà imaginer comment elle sera demain. Donc bien entendu, c'est l'émergence de nouveaux services avec l'interopérabilité de la mobilité, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est les services de proximité, conciergerie, tout ce qui touche à la santé, c'est la mutualisation des ressources et puis c'est l'Internet des actifs du quartier. Alors tout ça on le fait autour de 6 piliers qui sont les piliers fondamentaux du développement de ces quartiers. C'est évidemment des quartiers en termes d'énergie et de réseau qui sont faiblement consommateurs. Ce sont des services urbains et de mobilité verte qui sont développés. Évidemment, on prend un engagement sur l'eau et le déchet, sur la biodiversité au cœur de la ville. Ce sont des bâtiments à très faible consommation énergétique, avec des conforts d'usage très développés. Et puis, bien sûr, tout ça se fait dans le cadre d'une concertation participative. Je crois que monsieur l'a précisé tout à l'heure d'Internet. Aujourd'hui, on le voit, le maire de Nanterre nous a confié l'aménagement du centre-ville de Nanterre, ce qui représente un peu plus de 100 000 m² très mixtes, vous le verrez tout à l'heure. Évidemment, toute notre démarche se fait de A à Z dans le cadre d'une concertation, à travers une plateforme d'échange avec la population, l'environnement, les élus, voire même un certain nombre d'associations. Juste un petit mot, il y aura une application, ce qu'on appelle une City App, qui est une innovation d'Innovative City cette année. C'est demain après-midi où il y aura justement le adjoint au maire de Nanterre qui sera présent pour la présenter. Super. Donc, alors voilà, ça c'est donc je vous ai mis en photo cet immeuble, enfin c'est 3 immeubles en fait qui communiquent entre eux. C'est une grande première, c'est à Lyon Confluence. Évidemment, c'est 3 immeubles qui sont mixtes, donc il y a du bureau, du logement, des commerces, c'est de la mixité verticale et horizontale. On a mutualisé les parkings, mutualisé l'énergie, en production comme en consommation. Là, on rigole beaucoup moins, parce que si on a une quinzaine d'immeubles énergie positive en fonctionnement, ça va être le premier îlot à énergie positive de France qui va se mettre en fonctionnement avec des échanges énergétiques entre les fonctions, c'est-à-dire entre le bureau, le logement et les commerces. Alors, on réfléchit maintenant à aller de l'énergie positive à l'économie positive,
c'est quoi pour nous le concept d'économie positive dans le quartier? Eh bien, c'est l'ouverture des ressources vers l'extérieur. Si vous regardez le taux d'occupation des parkings, c'est extrêmement faible. Le taux d'occupation, par exemple, d'une salle de conférence dans des bureaux, c'est très peu occupé. On peut imaginer demain que ces sociétés à qui on loue auront la possibilité, grâce à un certain nombre d'options et de services numériques, de pouvoir obtenir des recettes à partir d'un certain nombre de fonctions qu'elles utilisent peu et de les partager avec leur environnement. C'est une place de marché digital gérée par les utilisateurs du quartier. On est en train de mettre en place sur cette communauté à Lyon un système qui permettra l'émergence de ce qu'on appelle une plateforme de procurement à l'échelle de l'îlot, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait faire de l'achat groupé dans un certain nombre de domaines, et puis bien entendu c'est la participation locale avec de la conciergerie numérique, du covoiturage et un certain nombre de services. Voilà, je vais conclure par Nanterre Cœur de Quartier dont je viens de vous parler, qui va être vraiment le premier quartier durable de grande taille qui est un démonstrateur pour nous, donc sur la base du mieux vivre pour moins cher, ce qui est très important. C'est une conception urbaine qui a été faite avec la ville dès le début, c'est-à-dire qu'on est vraiment main dans la main avec les associations et avec la ville. C'est la mise en place d'une plateforme R&D dédiée. Comme on l'a fait avec André Santini sur EasyGrid, on a en fait sur chacune de nos opérations l'émergence d'une plateforme R&D qui permet en fait de faire cohabiter des grands groupes. Deco est avec nous sur certains sujets, Microsoft, mais on les fait aussi cohabiter avec un certain nombre de start-up, et nous avons d'ailleurs créé un petit fonds d'investissement qui s'appelle Bird, qui a vocation à aider un certain nombre de start-up qui sont en lien avec ces aménagements urbains. Et puis c'est la gestion dans la durée par un opérateur public-privé. Nous croyons vraiment à l'émergence d'une nouvelle gestion des quartiers de demain. Et puisqu'il y a quelques législateurs dans la salle, je voudrais quand même leur lancer un petit appel pour nous aider. Aujourd'hui, toutes les briques technologiques existent. On n'est pas confronté à ça. On est confronté à un certain nombre de freins qui sont des freins plutôt d'ordre législatif. Alors le premier, c'est que pour faire de l'échange énergétique, encore faut-il pouvoir vendre son énergie qu'on a de trop à son voisin. Donc nous réclamons en urgence la création d'un statut d'autoproducteur d'énergie en France qui permet l'échange énergétique, quitte à ce qu'il soit régulé par la CRE au niveau tarifaire. On n'a pas d'état d'âme là-dessus. Nous réclamons également la mise à plat de la loi sur la copropriété de 65, qui est tout juste un enfer, qui fait que même quand vous mettez 4 personnes très intelligentes, bac plus 24, ça termine toujours en Vietnam. Et donc ça n'est pas un moyen de gérer demain ces nouveaux quartiers. Donc je pense qu'il faut aussi que le législateur nous aide et prenne en compte ce qui est nécessaire de réformer pour permettre à ces quartiers de trouver leur place et de trouver une nouvelle gestion au mieux du mieux vivre pour tous. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Badoyer. Merci beaucoup, Eric. Vous allez remplacer M. Azeraf, que je vais présenter. Voilà, Alexis Decaux. Donc on va passer il va nous faire voyager un petit peu dans le temps. Albert Azeraf, vous êtes directeur général stratégie et études marketing de JC Decaux, que tout le monde connaît. Je crois que votre groupe, on peut le qualifier de success story. C'est quand même un groupe familial encore. Donc, et vous avez eu l'idée d'avoir des concepts assez simples il y a quelques années et qui démarrent bien. Alors c'est vrai qu'il faut aussi les entretenir et vous permettez à des gens d'être informés, de circuler et vous vous adaptez, vous avez commencé déjà à vous adapter aux nouvelles technologies. Et puis je crois que vous avez un petit film à nous montrer. Oui, en effet. À vous. Alors je pense qu'il y a une petite page d'accueil avant, mais exceptionnellement je voulais démarrer cette présentation par une vidéo qui est un bond dans le temps. Alors vous allez sans doute être déçus parce que c'est un bond dans le temps mais en arrière. C'est-à-dire qu'on va remonter à 1947 pour observer qu'un certain nombre de personnes avaient une vision assez originale de la ville du futur. Alors vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, à l'époque ça ne s'appelait pas une vidéo, ça s'appelait un court-métrage et on s'est permis d'y incruster quelques images contemporaines pour vous montrer à quel point l'innovation peut être parfois extrêmement visionnaire puisque 68 ans après, ce qui avait été vu à l'époque est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, alors c'était la page intermédiaire dont je voulais vous parler avant de passer directement à la vidéo. Et après cette vidéo, je dirai en effet quelques mots de notre vision et de notre rapport à la ville intelligente. Alors, je ne sais pas si elle se lance toute seule ou si c'est moi qui dois le faire. C'est moi ? D'accord, je rappuie. Voilà, merci. Des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux.
des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. Qu'as-tu, chérie? Regarde. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Voilà. Oui, alors, je crois que c'était à l'époque, l'origine en était une nouvelle de René Barjavel, qui était, comme vous le savez, un auteur de science-fiction, mais ça montre, juste dans l'immédiat après-guerre, comment certains avaient déjà imaginé, vu ce qui pouvait nous arriver dans la ville de demain. Et en effet, les villes aujourd'hui sont confrontées à une forme de compétition pour attirer un certain nombre d'activités, qu'il s'agisse du tourisme, de l'économie numérique, des start-up, mais aussi évidemment l'industrie. Et on sait bien que toutes ces villes aujourd'hui essayent de trouver de la différenciation. Et ce que l'on observe depuis quelques années, c'est que ce concept de Smart City est au centre des réflexions de nombreuses villes, de nombreuses agglomérations, de nombreux territoires. Et il suffit pour cela de lire la presse. Vous avez ici quelques exemples, mais il ne se passe pratiquement pas une journée, une semaine, sans qu'on ait des dossiers sur la ville intelligente de demain. Et le président Estrosi le rappelait tout à l'heure, être dans le top 4 ou le top 4 dans le monde des villes intelligentes est une forme de reconnaissance de l'activité de Nice en la matière. Et donc, si on essaye de résumer quels sont les principaux concepts de la Smart City, j'ai fait un exercice hier. J'ai tapé Smart City sur Internet pour voir combien d'occurrences apparaissaient. C'est plus de 230 millions de résultats qui apparaissent sur Google dès lors qu'on tape Smart City. Donc on voit bien que c'est aujourd'hui un sujet fondamental. Et s'il y a 6 thématiques qui semblent ressortir, alors ça on ne l'a pas fait depuis hier, mais s'il y a 6 thématiques qui semblent ressortir de manière très fréquente dans les réflexions autour de la Smart City, ce sont celles de la nouvelle économie de la ville, celle évidemment autour de la mobilité, et d'ailleurs pratiquement, les plus grandes entreprises de transport ne parlent plus de transport mais de mobilité, la gouvernance de la ville qui est en train de changer par la participation des individus, et le maire de Gdansk nous en a fait une démonstration tout à l'heure, avec l'implication des citoyens sur un certain nombre de sujets, bien sûr la qualité de vie, et monsieur le maire de Toulouse le rappelait, de Mulhouse, pardon, le rappelait, la qualité de vie c'est comment on transforme au bénéfice des citadins, des citoyens. Le numérique est une chose, mais pour quel usage, pour quel bénéfice? Et bien sûr, l'environnement, qui est un des sujets majeurs autour de la Smart City. Et il faut voir cette Smart City comme un relais de croissance pour de nombreuses entreprises et comme un levier d'activité pour les collectivités, puisque un certain nombre d'instituts ont estimé ce marché en termes d'activité, et on voit qu'on parle ici de centaines de milliards d'euros, de dollars, peu importe, dans les années qui viennent. Et surtout, désormais, les entreprises comme les villes se sentent définitivement concernées par ce sujet. Quand on imagine que 60% des entreprises interrogées ont aujourd'hui une organisation autour de la ville intelligente,
on voit que cela est extrêmement intéressant en termes de stratégie. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va changer dans la ville? C'est qu'elle va être fortement digitalisée, parce que les technologies vont représenter un moyen d'apporter des services nouveaux autour évidemment du parking, autour de la donnée, autour de l'économie d'énergie, bref, autour d'un certain nombre de sujets qu'on imagine bien plus favorables pour le futur. Je vous donne un exemple. Je me promenais il y a quelques jours, je circulais dans les rues de Paris et j'ai vu un agent de la mairie qui nettoyait un tag comme ils ont à le faire souvent à Paris. En fait, comment il procédait? C'était assez nouveau visiblement. Il s'est arrêté, il a fait une photo avec son smartphone du tag, il a ensuite fait son activité de nettoyage et il a refait une photo du mur nettoyé. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit mais pourquoi vous faites une photo avant et après? Et il me dit en effet, désormais dans notre organisation, on doit horodater nos interventions, montrer de quelle intervention il s'agit pour y affecter une durée, et ensuite envoyer tout ça au central de la mairie qui va traiter ces informations pour essayer sans doute d'optimiser, de réorienter et de mesurer un certain nombre de choses autour de ces sujets. Donc les activités opérationnelles sont réelles. Monsieur Mazoyer en a parlé il y a un instant, les bâtiments intelligents sont déjà arrivés jusqu'à nous. On peut piloter à distance les consommations d'énergie, l'éclairage, un certain nombre, et M. Mazoyer en parlerait bien mieux que moi, un certain nombre d'indicateurs peuvent être pilotés à distance de n'importe où dans le monde concernant ces bâtiments connectés. Donc c'est assez révolutionnaire, là aussi en termes sans doute de conditions de travail pour le futur. Les gens eux-mêmes vont devenir plus intelligents. Je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, participé à Futur en scène il y a quelques jours. Moi, c'est la première fois personnellement que je voyais un certain nombre d'individus acceptés, pour la modique somme de 200 €, d'être implantés d'une puce sous la peau, que vous voyez sur cette petite radio, elle est de la taille d'un grain de riz, et finalement vous devenez un individu enrichi, puisque vous avez sous votre peau une puce qui va donner un certain nombre d'informations sur vous-même ou en récupérer dès lors qu'il y aura une connectivité possible. Et là aussi, on imagine bien qu'en termes de santé publique, on peut avoir des sujets extrêmement vertueux dès lors qu'on sera connecté. Alors après, il faut accepter cette idée de puce sous la peau. Je rappelle que sa durée de vie est sans limite, en tout cas telle qu'elle a été conçue par ses créateurs. Et là aussi, c'est intéressant parce que je parlais avec des chirurgiens qui intervenaient récemment à Barcelone, et il m'a dit, pour la première fois, les technologies, plutôt que d'essayer d'améliorer un individu diminué, parce qu'on va pouvoir le faire marcher alors qu'il ne peut plus, etc., on va en faire un individu augmenté. C'est-à-dire, nous-mêmes, on va nous apporter des choses que nous n'avions pas avant, en plus, pour être plus performants ou faire un certain nombre d'activités qu'on faisait différemment. Donc, tout ça montre que cette ville intelligente prend des dimensions extrêmement différentes. Monsieur Rotner parlait de la culture. Vous avez sous les yeux, alors c'est une photo, mais elle existe sous forme vidéo, une œuvre d'art numérique qui n'est rien d'autre que la représentation des avions dans le ciel, sur la planète, avec évidemment les aéroports où on voit que se concentre un certain nombre d'atterrissages et de décollages, mais vous avez ici tous les couloirs aériens, et si vous mettez ça dans un écran en temps réel, ça vous fait une œuvre d'art numérique en vidéo qui a franchement une allure extrêmement originale. Alors que vient faire JCDecaux dans cette affaire de la Smart City? Alors d'abord, nous avons une possibilité aujourd'hui, c'est d'essayer d'améliorer la couche d'infrastructure. Vous êtes tous sans doute aujourd'hui avec des abonnements 4G, dans le futur 5G, sinon que la capacité du réseau est limitée. On imagine bien que les grandes antennes que nous avons sur les toits de nos villes, il y en aura sans doute un nombre limité dans le temps. On ne pourra pas aller dans l'espace, on ne pourra pas en mettre un nombre supplémentaire indéfiniment. Et donc, nous avons développé une activité qu'on appelle de micro-antennes, et nous avons pour cela signé des coopérations mondiales avec Alcatel, avec Vodafone, avec Huawei, pour implanter dans des mobiliers urbains des toutes petites antennes à très faible émission, mais qui permettent, dans un rayon de 80 à 100 mètres, d'avoir du très haut débit tout le temps. Et dans le cas ici d'Amsterdam, 200 abribus ont été équipés. C'est la petite boîte noire que vous voyez juste à gauche du symbole 4G. Alors évidemment, c'est une intégration ici assez sommaire, puisque ça a été ajouté après la conception de l'abribus. En termes d'émissions, c'est extrêmement faible,
puisque si on fait des mesures avant et après, il n'y a pas de différence dans ce qu'on observe, en tout cas de ce que les instituts indépendants ont observé, et vous avez grâce à ça, évidemment, un très haut débit tout le temps autour de ces mobiliers, et nous venons de signer également un pilote sur le sujet avec Berlin. C'est aussi apporter le Wi-Fi en ville, c'est le cas aujourd'hui à Düsseldorf, c'est le cas à Fribourg, nous avons un certain nombre de discussions avec d'autres villes, en échange de la publicité sur l'espace public qui est notre modèle, nous donnons une contrepartie qui est le Wi-Fi gratuit, dans une certaine limite, en respectant évidemment toutes les contraintes réglementaires qui y sont associées. Et pour ceux qui ont fréquenté récemment l'aéroport de Paris, Roissy ou Orly, désormais le Wi-Fi est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il est financé par la page d'accueil qui est publicitaire et que nous avons proposé à Aéroport de Paris pour rendre le Wi-Fi payant gratuit. Autre représentation de la ville intelligente, ça peut paraître un peu lointain, désormais Vélov en 2005 ou Vélib en 2007, mais c'était finalement les premières représentations de l'économie de partage et de traitement de centaines de milliers, voire de millions de données en temps réel pour essayer de réguler au mieux les 20 000 vélos qui circulent à Paris tous les jours. Et je regardais hier le chiffre de location, 150 000 pour la seule journée d'hier, c'est à peu près désormais ce que l'on mesure par beau temps, et 250 millions de locations depuis le lancement. C'est une forme de représentation de la ville intelligente que de proposer des vélos au bon endroit et des stations libres et des stations de parking au bon endroit en fonction de la mobilité des individus. Et puis le mobilier urbain intelligent qui est en train d'apparaître dans les villes. Comme vous le savez, nous venons de gagner le marché des abribus de Paris pour 15 ans et nous changeons les 2000 abribus. Ils vont être évidemment désormais connectés. Vous aurez 2000 ports USB pour recharger votre portable. Vous aurez des écrans tactiles de contenu avec des informations sur les transports, sur les loisirs, sur la culture. Tout ça en partenariat avec des startups. Je vais passer sur ce film que vous retrouverez sur le site qui montre la conception de ce nouvel abribus de Paris que vous avez sous les yeux, avec cet écran dont je parlais à l'instant, qui est un écran connecté bien entendu. Et je conclurai avec ces nouvelles tables Play que nous installons aujourd'hui dans les jardins publics. Là aussi, ce sont des tables de jeu que nous avons développées avec des startups qui ont, eux, travaillé sur les contenus. Nous, on a travaillé sur le contenant. On voit bien que là aussi, on fait arriver une forme d'intelligence dans la ville avec cette dernière image qui renvoie là encore un petit peu à la participation des individus dans la ville, puisque ces écrans digitaux que vous avez à Sao Paulo et que nous avons installés font défiler le fil Twitter de la ville de Sao Paulo, et donc les gens peuvent donner leur avis, avec évidemment une forme de modération, mais leur avis sur les réalisations et les projets de la ville en question. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le futur, c'est vrai que c'est aujourd'hui, et que nous sommes tous collectivement en charge d'écrire cette histoire. Merci pour votre attention. Merci. Merci, M. Azerraf, de nous avoir fait voyager dans le temps. Non, je vous invite, il y a une nouvelle chaise là, qui vient d'arriver. Comme ça, vous entourez bien les deux élus. Non, avec M. Mazoyer, je crois que vous entendez bien. Écoutez, moi, je vais vous faire un petit exercice quand même, parce que Jean Rotner l'a dit tout à l'heure. Dessine-moi la vie créative, c'est un excellent titre. Merci, Jean. Je l'ai pris comme un compliment. On va essayer de faire mieux pour l'année prochaine. Avec des intelligences, ça va être dur. Hein. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais ça va être dur. Je ne sais pas, j'ai retenu... parce que moi aussi je cherche une définition de la créativité, la ville créative. J'ai retenu la créativité réglementaire. Ça, je crois que c'est presque une... Oui, il va falloir y passer. C'est presque une lapalissade. J'ai retenu l'économie positive, j'ai retenu tous ensemble. J'ai retenu l'après-numérique. Hein. J'ai retenu l'individu augmenté. De M. Lavolta, j'ai retenu les écosystèmes, un master plan, donc une espèce de planification un peu stratégique d'ailleurs qui existe. Donc je ne sais pas si il peut y avoir des questions dans la salle, hein, vous pouvez toujours, au contraire, c'est fait pour ça, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour que vous me disiez en gros, si je peux, votre définition de la créativité au regard de ce qu'on a vu. Monsieur Pavel Adamovitch a dû partir, mais bon, je crois que sa problématique aussi est quand même extrêmement intéressante, d'autant plus c'est une ville portuaire, quoi. Si je peux juste rajouter quelque chose, je crois qu'elle doit être aussi disruptive. C'est demain on a disruptive. Oui, mais
la création, ça va avec ça. C'est-à-dire elle doit à la fois provoquer des ruptures, et on a vu toutes les ruptures technologiques qui sont là, et ces ruptures doivent être créatrices d'innovation. C'est aussi ça la ville créative. Moi, je pense qu'une ville créative, c'est une ville qui offre des opportunités. Si je pense à la mobilité dans les villes smart, je pense à les plusieurs opportunités qui ont les citoyens de décider le moyen le plus intelligent pour la transportation. C'est pas seulement un. On peut choisir la bicyclette, on peut choisir le car sharing, on peut choisir le free floating, on peut choisir le bus, le tram. Oui. Mais le rôle nouveau des villes, c'est offrir plusieurs opportunités. C'est le citoyen qui est protagoniste, c'est le citoyen qui doit décider intelligemment, je pense. Et donc une ville créative, c'est une ville qui est capable de donner des opportunités pour développer la créativité. Je pense surtout des jeunes, mais pas seulement des jeunes. Et donc c'est une ville qui offre plusieurs opportunités. Alors, moi j'ai le sentiment que on est en train de réinventer la ville. Alors réinventer la ville, ça veut dire réinventer chacun son rôle. Moi je constate que dans mon métier de promoteur, tout est en train d'exploser. Et si on ne remet pas en cause ce qu'on faisait, on n'arrive pas à avancer. Je pense que l'élu, la relation entre l'élu et les habitants de ces nouveaux quartiers, ça va réinventer un peu aussi le rôle de l'élu. On le voit sur la concertation, sur les relations. Je pense que le décloisonnement numérique et la portabilité font que les gens, comme son nom l'indique, se décloisonnent et peuvent avoir accès à tout de suite de façon interopérable, ce qui veut dire que leur relation avec leur quotidien immédiat est totalement bouleversée. Voilà, donc la créativité, pour moi, c'est essentiellement la remise en cause. Si on est capable de se remettre en cause, en fait, les outils, les briques technologiques, on voit qu'on a suffisamment, nos cerveaux sont suffisamment capables de les inventer, ça va très vite. Alors après, c'est ce que je disais, il faut aussi qu'on se réinvente sur le plan, sociétal, c'est-à-dire administratif. Il faut qu'on accepte que le public et le privé travaillent plus main dans la main. Faut qu'on accepte de dire que faire de l'argent avec de l'écologie, c'est pas sale, au contraire. Plus l'écologie devient un bien de consommation courante, plus il est adopté par le consommateur et il va vers ça. Voilà, je pense qu'il faut vraiment accepter de remettre en cause tous ces principes. Merci. En 30 secondes, parce que ces messieurs viennent de résumer très bien la situation, mais je lisais ce matin dans l'avion de 6h50 Paris-Nice, la presse comme souvent, et j'ai vu un nouveau concept apparaître, moi je ne l'avais pas vu avant, c'est le concept des 3 P, pour expliquer ce que nous faisons tous collectivement, c'est public, privé, qu'on connaît tous très bien, et j'ai vu apparaître le concept de people, pour dire que les gens doivent absolument être impliqués dans cette trilogie qui est en train de construire la ville de demain pour faire passer leurs messages, leurs besoins, leurs attentes au public, évidemment donc les collectivités, et tout ça en collaboration avec des entreprises privées qui elles-mêmes vont transformer tout cela en une forme de réalité. Donc voilà, je crois que de ce point de vue, nous sommes tous en consensus sur ce sujet. Très bien. Ce que j'ai retenu aussi du discours de Jean Rotner, c'est que en fait, c'est pas uniquement réservé à des nouveaux quartiers. Je pense qu'il y a beaucoup surtout dans notre vieille terre européenne, des reconversions de sites, des reconversions de friches. Et je pense que là-dessus, c'est un sujet que j'aurais quand même voulu évoquer. Enfin, il y a des sessions pour cela demain et même cet après-midi. Je pense que c'est un point quand même qui me paraît important parce qu'il y a le neuf, mais il y a aussi l'existant avec un passé. Et quand on a travaillé un peu sur ce sujet-là, bien sûr qu'il y a l'inclusion, la mixité sociale évidemment, mais il y a aussi la notion de projet culturel. Et le projet culturel, il part aussi d'une histoire. Alors il part d'une histoire, j'en ai parlé tout à l'heure. On se disait en aparté, aujourd'hui, les villes intelligentes et les villes, elles sont mondiales, elles communiquent en quelques clics leurs idées, leurs évolutions. C'est pour ça que repartir, moi, de mon histoire, ça permet d'en inventer une nouvelle. Alors, inventer une nouvelle, c'est très compliqué. On parlait effectivement de cette nécessité aujourd'hui
dans la construction intelligente de s'affranchir d'un certain nombre de normes et d'être dans l'innovation, dans la création, dans l'expérimentation. Mais alors, chers amis, quand on est dans la réhabilitation, c'est parfois plus simple, excusez-moi, de raser et de reconstruire que de réhabiliter. Et quand on est fier de son patrimoine, quand il est là, quand il construit, quand il densifie une ville, que ce soit Peugeot pour nous à Mulhouse, Turin pour vous autour de Fiat, Gdansk avec son histoire portuaire, bien on a une population, on a une histoire, on a une culture, et pour rebondir, on en a besoin. Et donc c'est de prendre des risques et d'accepter l'échec. Deux choses que les politiques n'aiment absolument pas. Vous parlez d'échec et d'un projet qui peut éventuellement ne pas aboutir, ben dans une administration, c'est difficile à faire passer comme message. Et pourtant, il faut le faire passer. Et prendre des risques, c'est vrai que moi, par exemple, sur une friche, j'ai livré 10 000 m² à une expérimentation trinationale qui s'appelle More to Come, Motoko, qui permet à travers le design d'essayer d'étudier la réhabilitation post-industrielle d'un bâtiment. Pendant 3 ans, je me suis affranchi de toutes les règles élémentaires en matière d'établissement recevant du public. Mais je l'ai fait dans une volonté d'essayer d'établir un bâtiment école, me permettant de réfléchir avec les utilisateurs, mais également la population en général, ce fameux 4P, il n'y en a pas 3P, c'est le partenariat public, privé, population. Bien comment est-ce qu'avec les associations les lobbies un peu des personnes en situation de handicap, on arrive à réinvestir une friche. Tout ça, c'est des vraies questions, c'est des questions quotidiennes pour un maire, mais qui sont essentielles quand on cherche à... Moi, j'ai un secteur 150 000 m². Il faut que j'invente une histoire, il faut que je laisse faire, il faut que je porte, il faut que je prenne des risques. Et en même temps, un sujet comme cela, il ne peut se bâtir même pas à l'échelle d'une ville. Il doit se bâtir dorénavant pour moi à l'échelle européenne, dans des programmes européens, dans des programmes de recherche universitaire, des programmes interreg, et où on a besoin aujourd'hui, et ça c'est le partenariat public-privé, il est là, on a besoin aujourd'hui vraiment d'un partenariat privé dans la reconquête de ce patrimoine industriel ou ce patrimoine du passé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aussi souvent pour le privé d'aller sur du flambant neuf, c'est beaucoup plus facile quand même, que d'accompagner dans un retour sur investissement, dans un projet construit, dans quelque chose qui est souvent très compliqué. Voilà, moi c'est un appel que je lance, on a besoin là d'investisseurs, pas que de la promotion immobilière d'ailleurs, de fonds d'investissement, de gens qui prennent des risques, qui n'attendent pas un retour sur investissement dans les 4 ans, qui sont en capacité éventuellement de perdre de l'argent sur un premier coup, mais pour en gagner au 3e. Voilà ce dont les collectivités aujourd'hui ont besoin. Juste un petit mot, vous avez tellement raison que le premier immeuble à énergie positive, comme on est certifié ISO 9000, on a dû prendre une petite task force et on leur a dit surtout ne respectez aucune de nos procédures si vous voulez faire un immeuble à énergie positive. Et ils ont vraiment réussi parce qu'on les a mis à côté. Alors aujourd'hui on a Urbanera qui fabrique des quartiers, des éco-quartiers pilotés. On est justement avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry, comme on se connaît bien puisqu'on traite, on est en train de tester une première Urbanera sur un quartier très dur social, en partant d'un principe de réinventer qui est de transférer la propriété dans le droit d'usage, pour les locataires, comme pour les bailleurs sociaux, comme pour les privés. Et il nous semble que c'est un nouveau chemin de se dire que peut-être l'habitat pourrait devenir un usage différent et que finalement l'usage peut être totalement découplé de la propriété. Et donc on a cette grosse expérience, c'est une très grosse opération. Je ne sais pas si on aboutira, mais du coup il a vraiment la conviction, parce qu'on se connaît bien, il a envie d'aller plus loin et de tester vraiment une grande rénovation qui est essentiellement des tours sociales difficiles. Oui. De toute façon, moi je pense que le pire c'est de rien faire. Donc sur ces sujets-là, je pense que M. Azeraf l'a dit, on avance quand même en marchant. C'est pas toujours évident. Il faut prendre des risques. Ça a été dit, et effectivement, le tout, c'est d'être ensemble. Ce qui m'interpelle quand même, c'est que on parle de partenariat public-privé en France depuis 10 ans. Et pourquoi ça marche pas ? Et là, je ne sais pas répondre, évidemment.
mais c'est culturel, c'est financier, c'est réglementaire, c'est quoi? C'est réglementaire essentiellement. Alors je vais vous donner un exemple simple. Imaginons que monsieur le maire de Mulhouse tombe red dingue d'Urbanera et décide sur une friche de faire appel à Urbanera en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire, ou sur un quartier existant. Ben, à partir du moment où je deviens apporteur d'idées, apporteur de savoir et que je conseille l'élu, je ne peux plus être l'opérateur de l'opération. C'est quand même terrible d'imaginer qu'en France, on ne puisse pas mutualiser de l'intelligence publique avec de l'intelligence privée, de la recherche publique avec de la recherche privée. Là encore, ça me paraît être un domaine, et j'espère que l'IVD, l'Institut de la Ville Durable, qui devrait lancer 3 démonstrateurs en France, dont un, on espère pour nous, j'espère que justement l'IVD et le Premier ministre accepteront de mettre ces 3 démonstrateurs en zone franche pour oser tester des montages innovants permettant à des opérations qui sont insortables dans les conditions actuelles de pouvoir émerger, de voir le jour. Ça, c'est vraiment, je pense, l'avenir. Mais ça, une fois de plus, ça veut dire qu'il faut sortir du carcan administratif dans lequel les fameux 800 000... enfin bon, je sais pas, c'est des normes et lois. En Italie, si on passe... Mais en Italie, c'est difficile aussi. Hein, mais le problème, c'est le même, c'est la réglementation. Mais je pense que en attendant qu'on va modifier les lois, on va simplifier la réglementation, on doit faire une attention parce que quand je travaille tous les jours comme administrateur public, je vois un risque. Ouais. Parce que toujours je rencontre des sujets privés qui ont dans la poche la solution la meilleure, la plus smart, la plus intelligente. Donc je parlais avant de la nécessité d'une planification, je parlais avant de la nécessité d'une analyse profonde des besoins du territoire parce que le risque que je vois, c'est un crèche, s'appelle, qu'on va construire une crèche avec les statuts dans notre ville, avec les solutions les plus intelligentes qui sont différentes selon de l'administrateur de la période. Donc c'est très important qu'on va partir de l'analyse des besoins du territoire, qu'on va le partager avec les citoyens. Et sur l'analyse des besoins du territoire, sur la planification, on va appuyer, on va ajouter les objets les plus intelligents qui ajoutent à réussir à répondre à ces questions, à ces besoins. Sinon, le risque, c'est le crèche, ouais, je pense. Merci. Albert Azeras. Oui, juste un mot pour compléter ce qui est dit, mais c'est vrai qu'on a en France un arsenal réglementaire assez inédit, puisque nous sommes aujourd'hui JCDecaux dans 70 pays. Je pense que c'est le pays où l'arsenal réglementaire est le plus complexe. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, puisque le ministère de l'économie s'est saisi du sujet et qu'il y a en ce moment même un groupe de travail pour essayer de favoriser l'innovation dans les marchés publics, dans les partenariats publics-privés, parce qu'on s'aperçoit que souvent, innover, ça a un coût, et que ce n'est pas toujours favorable aux répondants que d'être innovant du fait, parfois, d'être moins bien disant en termes d'économie d'un projet. Donc, favoriser l'innovation, favoriser aussi le rôle d'entreprise innovante, de start-up dans ces marchés publics. Il y a un groupe de travail en ce moment même. Nous avons tous bon espoir que cela pourra faire évoluer les textes. Merci Jean. De toute manière, on arrive quasiment au terme. Il y a quelque chose de nouveau auquel on ne pense pas aussi. Dans l'innovation, il y a l'immatériel. Et l'immatériel, c'est parfois l'idée. L'idée, elle se valorise. Aujourd'hui, elle se monétise même. Aux États-Unis, vous avez une idée, même sans être le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, vous avez eu l'idée. On vous paie pour ça. Aujourd'hui, les villes se mettent à avoir des idées. Est-ce qu'il n'y a pas petit à petit pour nous, c'est la réflexion qui nous anime en tout cas en tant qu'élus, à un moment donné, un retour sur investissement sur nos idées. Le modèle économique, qui va devoir aussi se créer. En tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, il est là. Et il va arriver en Europe à un moment donné. Et là, ça va inclure des changements aussi dans la relation de ce partenariat public-privé, où le public va pouvoir aussi, à un moment donné, avoir ce retour sur investissement à partir de l'idée. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, en tout cas, c'est la curiosité qu'ont les industriels à venir vers nous, à essayer avec nous de construire la ville, de comprendre comment elle fonctionne,
de souvent découvrir que les villes sont très avancées sur un certain nombre de choses, particulièrement dans les data, et de confronter ces expériences pour eux progresser plus vite et pour nous faciliter la tâche. Mais on n'a pas besoin forcément que de production de services, on a aussi besoin de construire notre tour de pilotage, notre planification, parce que autant le transversal c'est bien, mais parfois le vertical, ça a aussi des vertus de rigueur qui permettent à des projets d'aboutir. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin parce qu'on arrive finalement au terme. C'est ça aussi Innovative City, c'est ce mélange justement entre élus, acteurs, apporteurs d'idées, de technologies, de solutions. Merci à vous tous, bonne journée, bonne visite et puis bonne conférence cet après-midi. Et bon appétit.